Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux personnes qui nous suivent à distance par l'intermédiaire de la page Facebook. Donc, le quorum étant atteint, nous allons pouvoir engager les travaux de notre conseil municipal. Je vais vous donner lecture des pouvoirs que j'ai reçus. Donc, s'il y en avait d'autres, n'hésitez pas à nous les indiquer. Donc, le pouvoir de Claire Orlaville pour Alain Adam. Le pouvoir de Lydia Bretos pour Muriel Duny, le pouvoir d'Alain Buffetril pour Jacques Ricroft, le pouvoir de Christine Vasse pour Raphaël Tracol, le pouvoir de Delphine Réjas pour Françoise Sevin, le pouvoir d'Aurélie Hamel pour Sylvie Champ, Aurélie qui devrait arriver normalement, mais en retard, et puis donc le pouvoir de Geoffroy Blanchot pour Éric Didier, il va être en retard aussi Geoffroy, ok. Il joue les redresseurs de tort. Très bien. Il n'y a pas d'autres pouvoirs en... Alors, bon, pour le secrétariat, oui, normalement on le désigne en début de conseil. C'est mieux, parce que c'est mieux que ce soit quelqu'un qui ait suivi tout le conseil qui assure la fonction de secrétaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien se dévouer pour cette fois, puisque nos deux jeunes ne sont pas là? Chantal, ben, merci beaucoup. Donc Chantal est désignée secrétaire. Voilà, donc je vous propose d'évoquer donc le compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations, des demandes de modification sur le document qui vous a été adressé? Une fois, deux fois, trois fois. Merci. Donc on va considérer ce compte-rendu adopté. Ensuite, donc, au titre des points d'administration générale, nous allons commencer par la présentation du plan communal de sauvegarde qui va être donc proposé au niveau de la commune. Et je vais laisser Jean-Pierre, donc, qui a travaillé de façon approfondie sur le sujet avec Émilie, donc le soin de présenter les grandes lignes du plan communal de sauvegarde. Pas le document dans son entièreté, sinon ça nous demanderait l'ensemble du conseil municipal. Je te laisse... Vas-y, Jean-Pierre. Merci. Bien, je vous propose de parler un petit peu de ce sujet qui est le plan communal de sauvegarde. Ça va être une présentation pas complète, puisque le document il doit être au-delà des 100 pages. Mais c'est plutôt la philosophie de la démarche qui conviendrait de présenter. Donc le but d'introduction, c'est qu'est-ce qu'un plan communal de sauvegarde? C'est un outil de gestion de crise pour protéger la population et les biens en cas d'événements majeurs tels qu'une catastrophe naturelle, un accident industriel. Son but, c'est de prévoir l'organisation des secours, l'alerte, l'information et l'assistance à la population. Pourquoi faire un PCS? L'intérêt, c'est d'anticiper les crises et notamment les risques et être prêt à réagir efficacement au moment où l'événement se produit. Et il faut aussi également coordonner les actions des différents acteurs, que ce soit la mairie, les pompiers, les associations, tous les gens qui sont présents sur le territoire peuvent être amenés à travailler ensemble, mais c'est important de pouvoir anticiper ces possibilités de travail en commun. Et puis ensuite, il faut informer et sensibiliser la population. Alors je ne vous cache pas que la commune de Douves n'est pas la commune la plus exposée au risque. On n'a pas de tremblement de terre, on n'a pas d'entreprise Céveso. J'ai évoqué un petit peu les risques qu'on a identifiés qui sont moins préoccupants. D'ailleurs, le plan communal de sauvegarde sur Douves n'est pas obligatoire, puisqu'on n'a pas ces facteurs de risque. Alors, un petit rappel par rapport à la question qui s'était posée il y a quelques jours. Un rappel global sur l'organisation des secours, je dirais, en Europe, puisqu'il y a plusieurs niveaux d'intervention.
il y a une assistance de l'Union européenne. Évidemment, dans notre contexte, ça n'existe pas, mais quand il y a des grands incendies, notamment dans le Midi, s'il y a besoin de renforts d'hélicoptères ou d'avions, c'est sur proposition de l'Europe qu'ils peuvent venir renforcer. Pareil, en fonction de la catastrophe, après on descend d'un échelon au niveau national, donc c'est l'État qui va donner des moyens supplémentaires. L'illustration montre des moyens techniques essentiellement, entre les hélicoptères, les avions, tout le matériel qui peut aller avec. Ensuite, il y a un niveau zonal qui correspond aux zones de défense. Il y a, je crois, 4 ou 5 zones de défense au niveau national. Et donc là aussi, c'est le préfet de zone qui maîtrise la crise et qui participe à l'organisation des secours. On redescend encore d'un échelon sur un sinistre important ou en cas de catastrophe. Au niveau département, c'est le préfet qui est directeur des opérations de secours. Là aussi, avec les moyens qui sont liés au département, notamment c'est le SDIS qui va être la cheville ouvrière. Et puis enfin, il y a la commune qui est à un niveau beaucoup plus restreint, et le maire est responsable de la sauvegarde de la population, c'est par définition, et on va avoir la direction des opérations de secours sur un sinistre limité. C'est ce qu'on appelle le DOS, c'est-à-dire sur un sinistre qui se limite en termes de population exposée à peu, sans grand danger, c'est le maire qui est en responsabilité des secours apportés à la suite d'une catastrophe. Donc voilà, plusieurs échelons. Et il faut savoir que nous, on va parler que de l'échelon communal. Alors un petit rappel sur ce que sont les risques. Qu'est-ce qu'un risque par rapport aux aléas et aux enjeux? Je pense que ça, c'est une définition qu'il est utile d'avoir. On prend un exemple, par exemple, débordement lié à la montée des eaux. Vous avez une rivière, il pleut beaucoup, ça déborde. S'il n'y a personne autour de la rivière, ça déborde. Point barre. Ce n'est pas un risque, ça. C'est un aléa climatique. Il n'y a pas de conséquences. Si à côté de cette rivière, vous avez un village, des gens qui vivent à côté de la rivière, là, ça devient un autre problème. On a eu l'occasion de s'en rendre compte ces dernières semaines. Et là, on a des populations qui sont menacées, des entreprises, des infrastructures. Et donc, ça caractérise un risque majeur. C'est-à-dire, c'est la rencontre d'un aléa avec des enjeux importants qui font qu'on va vers un risque majeur. C'est faible par sa fréquence et son caractère exceptionnel, forcément. Voilà pour ce que c'est des risques de façon générale. Entre l'aléa et les enjeux, c'est là que se crée le risque. Alors, sur la commune, on a fait un travail de recherche un petit peu sur l'histoire. Ça fait partie de ce que nous demande un plan communal de sauvegarde, c'est d'aller voir. Il y a deux sources d'informations. Il y a ce que la préfecture et ses services nous descendent comme risque identifié. Ça s'appelle le DICRIM, qui figure sur le site de la mairie. Donc eux nous disent, statistiquement, si c'est le tremblement de terre, il y a une carte où il y a un risque modéré ou faible, etc. Et ils travaillent aussi de la même façon sur les inondations, sur les zones inondables. Alors ça, c'est ce que va nous donner la préfecture comme information sur la commune. Après, nous, on a de notre côté fait un peu le point sur l'histoire, sur les catastrophes naturelles, les inondations et les tempêtes. Les inondations, on a connu quelques-unes ici. On avait les dates, ils sont dans le document. Les tempêtes, on a eu l'occasion en 1999, je pense qu'il y avait eu une tempête assez remarquable. Donc ça fait partie des choses qu'on a identifiées comme possibles sur la commune. Il y a aussi potentiellement des accidents technologiques. Alors, industriels, là je l'ai mis, mais ils étaient très faibles, quoi. Il n'y a pas de risque ici. Transport de matières dangereuses. On ne peut pas dire qu'on est à l'abri d'un camion qui va exploser parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a une fuite, etc. Le réseau gaz, ça fait partie de notre histoire. La rue du Général de Gaulle, il y avait eu une explosion. Et puis les engins explosifs, je voulais dire les engins de guerre, ce qu'on peut retrouver à l'occasion des fouilles, qui effectivement, tout pendant qu'ils n'explosent pas, il n'y a pas de danger. Mais s'il y a une population autour et qu'il y a des gens qui travaillent sur le chantier, là il faut préserver la population qui habite autour. Il y a un risque d'explosion, il peut aussi y avoir un risque toxicologique, des fumées, des gaz, etc. Et puis enfin, alors ça c'est des risques ou sanitaires,
on parle du Covid, hein, on a eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là. Et puis aussi les grands froids et la canicule. Alors, le grand froid, c'est déterminé par des règles que nous donne la préfecture ou l'État, et la canicule également. Donc, alors le dernier, alors là, on était plutôt dans la catastrophe naturelle sur les tempêtes et tempêtes de neige en mars 2013. Oui, ça avait été un événement remarquable. Donc voilà ce qui nous, on a identifié comme risque potentiel dans la commune. Globalement, c'est pas. Vous voyez, les zones inondables, elles ne sont pas vraiment sur la commune, à part un petit peu sur la zone du Val et de la Douvette. Je ne sais pas comment ils ont calculé leur carte. Moi, j'ai rarement vu, je suis là depuis 1982. On a vu des inondations, mais pas sur l'ensemble du territoire tel qu'il est montré là. En tout cas, c'est le document qui nous est fourni par la préfecture. Les feux de végétation, ça fait partie des aléas qui peuvent arriver. Alors, tout pendant qu'ils ne sont pas dans une zone urbaine avec une zone très, très dense, il n'y a pas de risque majeur. Voilà, c'était les deux que j'ai voulu montrer en illustration. Alors, face aux aléas qu'on vient d'évoquer, il y a des enjeux. J'en ai noté deux particulièrement. C'est la répartition de la population par tranche d'âge. On a de 0 à 14, 770 enfants, c'est une population à risque, puisqu'elle va être plus difficile à adapter aux conditions d'urgence. On a aussi des 75 ans ou plus, 560, et les 60 à 74 ans, 1020. Donc si on considère que 60 c'est un âge avancé, mais plus maintenant, on a 1500, on a un tiers de la population qui a plus de 60 ans. Et donc ça, c'est un élément. Mais ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il y a comme risque, comme enjeu supplémentaire? Déjà, on a nos établissements scolaires qui sont, je ne sais plus, il y en a plus d'une dizaine quand on met tous les uns avec les autres. Donc ça fait déjà 10 points particuliers où il faut faire attention. Donc on a les écoles, on a le collège, on a le lycée, on a la crèche. On a aussi une maison de retraite, on a un établissement de soins. Et puis il y a les grandes surfaces. Alors en fonction de ce qui va arriver, les grandes surfaces, c'est potentiellement une concentration de population. Donc il peut y avoir effectivement des risques à ce niveau-là. Donc voilà, les risques, les enjeux, on voit que ça peut justifier quand même de s'organiser, d'organiser un plan communal de sauvegarde. Donc comment ça se structure? D'abord, on crée un poste de commandement communal. C'est le lieu de coordination de tous les intervenants. C'est là que vont se prendre les décisions. Je fais ci, je fais ça, j'interdis l'accès à telle rue, je monte une tente avec la Croix-Rouge, etc. C'est là que vont se retrouver aussi éventuellement les pompiers, la police municipale, éventuellement les services de la préfecture, parce que si le préfet estime, après en avoir discuté avec le maire, que le préfet a son rôle à jouer et doit reprendre en main la situation, il sera présent au poste de commandement aussi. Et puis, il faut aussi avoir des moyens humains et matériels, et ça passe par un recensement des sources disponibles. Et ça fait partie des choses qui ont bien occupé Émilie, c'est de recenser et le matériel dont on dispose dans les services de la mairie, et ceux auxquels on pourrait avoir besoin dont on ne dispose pas. Donc, il faut aller voir les entreprises, notamment des travaux publics. On n'a pas de Caterpillar, on n'a pas de grue, on n'a pas de choses comme ça. Donc, on sait par contre où les trouver. On a aussi les tracteurs des agriculteurs qui sont bien utiles quand il y a de la neige dans les chemins ou dans les rues. Et puis il y a aussi un contact à prendre avec les réseaux, que ce soit le gaz, l'eau, l'électricité, parce que l'électricité, c'était en 2013 aussi, on avait eu des soucis de coupure pendant quelques jours. Donc quand il n'y a plus de coupure, ça veut dire qu'il n'y a plus de chauffage. Chez les personnes âgées, ceux qui ont des machines électriques, ils n'ont pas forcément une batterie sur toutes les machines. Donc ça fait partie des choses qu'il faut travailler pour pouvoir anticiper. Voilà. Émilie, s'il vous plaît. Donc voilà en gros à quoi ressemble un poste de commandement. On a le maire qui est le directeur des opérations de secours. Donc le poste de commandement, pour l'illustrer, ce serait dans la salle du conseil, la salle de mariage. Et si, pour une raison, s'il y a le feu là, évidemment, on ne pourra pas l'organiser là, on se replierait sur les ateliers techniques, donc où on s'assure d'avoir
l'électricité et un accès Internet, etc. Parce que ça aussi, la grande inquiétude, on en parlait là tout à l'heure, c'est la disparition du réseau cuivré. S'il y avait un problème sur les téléphones portables avec des antennes qui ne fonctionnent plus, en termes de communication, ça va devenir extrêmement compliqué. Donc voilà, poste de commandement, c'est le maire, le patron. Il participe, le responsable des actions communales RAC, ça s'appelle. Donc il a des fonctions de coordination et de liaison avec le maire et puis l'ensemble des services. On a aussi à côté, qui vont être à la disposition du maire, la police municipale, alors qu'il peut avoir, selon les moments de la crise, des fonctions différentes. Donc c'est pour ça qu'on l'a laissé au poste de commandement. Il sera peut-être très peu là, mais en tout cas, il faut qu'il soit au courant des décisions qui se prennent et vers ce vers quoi il doit aller. On a aussi quelqu'un en charge de la communication. Alors, la communication est un élément important en cas de crise, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui communique quand il y a une crise. Ce n'est pas chacun des gens qui sont sur les chantiers qui « Ah ben moi je pense que c'est ci », puis les reporters, etc., sont souvent curieux, donc ils ont envie d'en savoir plus. Et si on commence à avoir au niveau notamment de la radio des messages contradictoires, c'est une catastrophe assurée. Donc il n'y en a qu'un seul qui communique, c'est le maire avec son service de communicants. Il faut aussi absolument avoir un service secrétariat parce qu'il faut laisser une trace de tous les événements qui vont être menés pendant ce moment de crise. C'est-à-dire qu'on envoie, je ne sais pas, X personnes à tel endroit pour secourir. Il faut qu'il y ait une trace, l'heure à laquelle on le fait, quelles ont été les alarmes qui nous ont été signalées, etc. Donc c'est très important de noter ça sur une main courante parce qu'en cas de difficulté ou de conflit ultérieur, ça laisse sa trace. Donc là, on a le maire et puis un peu tous les services qui vont à côté. Sur le terrain, alors le RAC, juste un point, on sait que le maire est quelqu'un qui va avoir très envie d'aller sur le terrain. Donc, il ne peut pas laisser le poste de commandement sans personne. Donc c'est le RAC qui va prendre sa place, qui sera toujours en relation avec le maire, de façon à ce qu'au niveau du poste de commandement, il y ait toujours quelqu'un de responsable. Donc, travaille avec le maire et le responsable des RAC, un responsable logistique, un responsable population, un responsable lieu public, ERP, établissement scolaire, et enfin un responsable activité économique et finances. Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas mis les noms parce que demain sera un autre jour. Globalement, ce sont les adjoints qui sont en responsabilité des différentes cellules. La cellule logistique, donc, elle est en charge. Alors, je ne parle pas de préalerte, c'est au moment de la crise. Elle doit déjà alerter, selon évidemment l'événement qui se produit, elle doit alerter les réseaux. C'est-à-dire s'il y a un problème électrique ou de gaz, il vaut mieux que ces gens-là soient au courant. Ils ont des gens en permanence. Elle aura aussi à mettre à disposition les moyens techniques et matériels dont on peut avoir besoin selon le type de crise. Et les gens qui vont travailler avec cette cellule-là, c'est exclusivement les agents communaux, parce qu'aucun des volontaires, etc., ne serait habilité à utiliser, je ne sais pas, faire des travaux électriques, etc. Il n'est pas question d'aller faire prendre des risques à des gens qui n'ont pas les capacités professionnelles. Le responsable population. Donc, il est en charge de suivi des populations fragiles, notamment on aura un inventaire, on va refaire partir un questionnaire pour que les gens en situation de fragilité s'identifient, parce qu'on ne peut pas les forcer à le faire, de façon à ce qu'on sache en cas de crise, c'est vers ces gens-là qu'il faut aller en priorité. S'il n'y a plus de chauffage, s'il n'y a plus d'électricité, il faut savoir aller les identifier, leur demander s'ils ont besoin. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut aussi accueillir, je reprends l'exemple de mars 2013, les naufragés de la route, il fallait bien quelqu'un pour les accueillir. Donc ça sera aussi le travail du responsable population avec les gens qui vont être avec lui ou elle, d'accueillir les sinistrés, de les héberger et puis de les accompagner. Alors, accompagner pendant la crise, mais alors selon la gravité de la crise, il peut aussi y avoir besoin d'un accompagnement psychologique, parce que moi, je suis toujours étonné quand je vois les gens qui sont débordés dans leur maison.
Ils ont l'impression qu'ils ont vécu un truc terrible, quoi. Quand on voit aux informations des gens, des gamins qui prennent des bombes, ben, ils ont même ressenti, en tout cas, parce qu'ils sont atteints dans leur vie privée, quoi. Donc il est important d'accompagner ces populations-là quand c'est nécessaire. Là, on est sur le personnel, les agents communaux quand ils sont disponibles. On a aussi les élus et aussi la réserve communale de sécurité civile. Donc là, effectivement, on peut solliciter beaucoup de gens parce qu'effectivement, il faut pouvoir accompagner. Si ça dure 2 ou 3 jours, il faut qu'il y ait de la présence sur 2 ou 3 jours. Donc il faut aussi que les gens se reposent. Donc là, c'est là sans doute où il y a le besoin de plus d'effectifs en temps et en durée. Alors, responsable, lieu public, ERP, établissement scolaire, l'idée c'est que, comme on a l'inventaire de toutes les écoles, de tous les lieux, les ERP, les associations qui peuvent aller, c'est d'aller vers ces gens-là, leur dire voilà ce qui se passe, est-ce que vous êtes présents, combien il y a de personnes qui sont là, est-ce qu'il y a des gens en situation de fragilité, des enfants, des gens en perte d'autonomie, etc. Donc même travail aussi vis-à-vis des écoles, et puis aussi tenir les gens qui sont sur place dans les établissements, de les tenir au courant de ce qu'il va falloir faire, est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut évacuer. Tout ça c'est important, en sachant que par exemple les écoles, s'il y a un risque d'intoxication, il faut laisser les enfants calfeutrer dans l'école, il faut dire aux parents, surtout ne venez pas chercher vos enfants. Et ça, c'est pas un truc qui passe tout seul. Donc là aussi, le personnel nécessaire, c'est les agents communaux, c'est les élus et les réserves communales. Et puis un peu la même chose du côté des structures économiques, c'est d'alerter les structures. Est-ce que si on a une entreprise où il y a une centaine de personnes, combien de gens sont encore présents? Est-ce qu'il y a des femmes enceintes? Est-ce qu'il y a des gens en difficulté? De façon qu'on puisse diriger les secours en priorité vers les populations les plus fragiles. Et puis de la même façon, on les tient au courant du déroulé des opérations. Les gens concernés qui peuvent participer, même chose, agents communaux, élus et réserves communales. Alors au moment où on a échangé avec les différents adjoints, j'évoquais justement l'alerte des structures et on s'est dit, il y a combien de magasins et d'entreprises sur Douvres? Et il y en a un paquet. Et même si, parce que l'idée c'est d'avoir un petit questionnaire quand même, combien il y a de personnes, il faut bien qu'on le sache, il faut qu'on le note. Bon, ça va prendre un peu de temps. Si on met 5 minutes par appel et s'il y a 100 entreprises à appeler, ça fait 500 minutes. Ça commence à faire beaucoup de... C'est pas possible. Donc là, on aura besoin éventuellement de renforcer ce secteur-là pour pouvoir les aider. Voilà en gros comment les choses peuvent s'organiser, vont s'organiser. Si vous avez des questions, on les prendra après, je termine peut-être. Donc, les actions du PCS, ces différentes phases, c'est l'alerte et la diffusion et l'information à la population, mobiliser les gens et la mise en place des équipes et des moyens, intervenir en action de secours. Alors, le terme secours, on est un petit peu maladroit, je n'aurais pas dû le mettre, parce que sauvegarder la population, ce n'est pas la secourir. Les secours, c'est les médecins, c'est les pompiers. Ce n'est pas la réserve communale, ce n'est pas les élus. Sauf si on est médecin et qu'on a quelqu'un qui est en train de mourir, on a une obligation de soins, même pour tout citoyen. Mais chacun a son boulot. Nous, on est là pour sauvegarder la population. Il y a des gens qui sont là pour les secourir. Et ça, c'est vraiment important pour qu'il n'y ait pas un mélange des genres. Pour avoir connu ça quand je faisais du SAMU, ça laisse des moments de grand énervement, quoi, en disant mais qu'est-ce qu'il fout là? Et puis après, il faut aussi gérer le retour à la normale, parce que s'il y a des sinistres, il faut aider la population à faire les déclarations de dégâts, etc. Donc, des exemples d'actions menées, c'est une évacuation de la population, c'est la mise en place des centres d'hébergement d'urgence, la distribution de secours, s'entraîner à aller chercher l'eau, la nourriture, les médicaments. Les médicaments, là aussi je reviens à l'expérience de 2013. Si on avait eu des gens qui avaient besoin d'un traitement, il faut pouvoir aller ouvrir la pharmacie. Ce qui n'était pas le cas, parce que la pharmacienne n'habite pas à Douvres. Et à l'époque, on n'avait pas son 06. Bon, il se trouve qu'on n'a pas eu besoin de médicaments. Mais c'est le retour d'expérience qui laisse penser que ça ne serait quand même pas inutile d'avoir un 06 d'un pharmacien pour pouvoir avoir le médicament dont on a besoin. Voilà.
Alors, un petit mot, mais on refera peut-être une autre réunion plus détaillée. Simplement de se dire que tout ça, ça ne sort pas de mon chapeau ou de notre chapeau. Le centre d'accueil et de regroupement, ce qui s'appelle CARE, ça répond à une proposition d'organisation qui est faite par la sécurité civile et qui permet de dire dans un bâtiment de tant de mètres carrés, il faut 50 mètres carrés pour recevoir tant de personnes. Donc là, dans le cadre de notre plan communal de sauvegarde, on a une convention avec la Croix-Rouge qui pourrait complètement nous aider à organiser ce temps-là, parce qu'ils ont des tentes, ils ont le matériel qui va avec, le couchage. Donc on a donc cette convention avec eux. Et je pense qu'on aura l'occasion de faire une expérimentation, enfin des exercices avec eux. Ils sont intéressés, et nous aussi, donc ça tombe bien. OK. Alors un mot sur l'information de la population, c'est les différents moyens qu'on peut mettre. On sait qu'on n'a pas historiquement, on n'a pas de sirène. Du coup, on a trouvé d'autres moyens. Il y a les porte-voix avec un véhicule. Il y a le porte-à-porte. Alors là, ce sont les élus, notamment on reprend d'ailleurs la distribution qu'on a fait des référents de quartier. Chacun connaissant son quartier, il pourra très bien aller porter un mot ou rencontrer les gens de son secteur. Et puis il faut utiliser tous les messages sur les réseaux sociaux. Il y a Citycomi, il faut les mettre partout où on peut, quoi. Les sites internet, les panneaux d'information, la presse et les radios locales. Donc là aussi, on a les numéros de téléphone de la radio locale, parce que c'est quand même, ça s'appelle plus France Radio, j'écoute pas, donc je sais plus. C'est ici maintenant, donc il faut qu'on mette à jour notre. Je suis pas sûr qu'on ait mis ici comme radio à contacter. Et puis faire des réunions d'information. Donc quelle information on donne à la population quand l'alerte est déclenchée? On leur dit quel risque il y a, où ça se trouve, et quelles sont les consignes de sécurité à suivre en cas de crise. Si on demande d'évacuer une maison, dites aux gens, emmenez vos papiers, parce que ça va quand même être vachement utile. Vos ordonnances, il y a un minimum de choses, ça figure dans le décrim qui est sur le site, le minimum de documents et d'objets à avoir sur soi quand on évacue. Et puis il y a aussi la sécurisation, dire comment on va sécuriser. OK. Donc le PCS est un outil qui me semble essentiel pour la sécurité des citoyens de la commune. Pour le rendre plus efficace, on va se proposer de faire des exercices sur le terrain, d'en faire une mise à jour régulière, parce que ne serait-ce que les entreprises, si vous changez de propriétaire, le numéro de téléphone n'est plus bon, le nombre de salariés n'est pas forcément le même, etc. Donc c'est un gros boulot de mise à jour. Et puis travailler avec les acteurs du territoire, avec les associations, etc. Et enfin, il faut que chacun puisse y participer pour avoir une réussite du plan communal de sauvegarde. Et notamment à travers la réserve communale. J'ai rajouté un petit chapitre sur la réserve communale, qui n'était pas prévu initialement, mais un rappel simplement. Donc sa vocation à intervenir uniquement pour des actions de sauvegarde, donc ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, telles que le soutien et l'assistance de la population. Ça ne doit pas se substituer ou concurrencer les services publics de secours et d'urgence. Bon, je vois que je n'avais pas oublié d'écrire. Des exemples de missions, c'est d'abord, avant, c'est sensibiliser et informer la population sur les risques. Pendant la crise, activer le centre d'accueil et de regroupement, le CARE, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Participer à l'alerte des populations, à l'évacuation d'un quartier, aider à la protection des meubles, par exemple, en zone inondable. Suivre les personnes vulnérables en période de canicule ou grand froid. Et puis après, c'est aussi, on aura peut-être besoin des gens pour assister et accompagner au nettoyage, à la remise en état des habitations. Je pense que ça fait partie de la résilience quand on voit des gens qui viennent aider leurs voisins à nettoyer les caves, à vider tout ce qui traîne. Je pense que ça doit bien aider les gens qui sont dans la crise. Aider les sinistrés dans leurs démarches administratives, je pense que ça aussi c'est un point important, parce que pour les plus âgés d'entre nous, ça doit être une vraie galère d'aller, on va leur dire allez sur la page machin internet pour remplir vos dossiers quand vous ne maîtrisez pas un ordinateur.
c'est un peu compliqué. Et puis éventuellement collecte et distribution de dons au profit des sinistrés. Je crois que je suis pas loin de la fin. Eh bien oui, c'est terminé. Donc voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Peut-être 2 ou 3 informations. Par rapport à la réserve communale, aujourd'hui on a une douzaine de personnes qui se sont inscrites. Donc on va les rencontrer déjà pour les remercier de leur engagement et puis leur expliquer un petit peu quelles sont les missions. On refera aussi une réunion avec eux et l'ensemble du conseil municipal, en tout cas ceux qui le souhaitent, sans doute avec l'aide de la préfecture et de la sécurité civile pour qu'ils nous accompagnent dans la présentation du plan communal de sauvegarde. Et puis c'est une démarche d'amélioration continue, quoi, hein. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien faites, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas de raison d'être, parce qu'on n'est pas dans la situation. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de mettre à niveau l'ensemble des membres du conseil et de la réserve communale par rapport au plan communal de sauvegarde, comme quoi, au moment où il y aura besoin, on serait au même niveau de connaissance. Voilà, j'en ai fini pour le plan communal de sauvegarde. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Jean-Mi, vas-y. Juste une intervention concernant un sujet que je connais un tout petit peu, qui est le sujet de l'eau en cas de crise. Voir comment on articule le plan de sauvegarde communale avec le plan d'intervention obligatoire en matière sanitaire pour l'eau, que ce soit en termes de pollution ou tout simplement de manque d'eau, puisqu'il y a un plan qui est là avec des moyens qui sont disponibles H24 chez notre délégataire. C'est obligatoire, donc il faudrait peut-être qu'on puisse articuler ça pour ne pas refaire quelque chose, alors qu'on a là toute une logistique qui est opérationnelle H24. T'inquiète pas, Jean-Michel, on n'a rien fait là-dessus. On sait compter sur notre prestataire pour venir nous fournir de l'eau là au moment où on aura besoin. Ouais, parce que c'est dans ses obligations. Oui, le dire comme ça en réunion entre nous, c'est bien. C'est plutôt sur se donner l'assurance que ça fonctionne. C'est plutôt ça, moi, ma préoccupation. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les bonnes... Parce que si on appelle le téléphone du syndicat d'eau, c'est pas là où on va avoir la réponse au problème en cas d'urgence. Ah non, mais nous, on va pas. Tu vois ce que je veux dire? On va chez Veolia directement. On a déjà eu l'occasion d'échanger avec eux sur ce... c'était à l'occasion Il y a eu un moment une mise à jour d'un document qu'ils devaient faire, qu'ils nous avaient envoyé, et qui n'était pas à nous de le faire. C'est se donner les moyens que ce soit opérationnel, quoi. En tout cas, s'assurer que ce soit opérationnel. Voilà, c'est ça. Je sais qu'ils ont un certain nombre de camions-citernes avec quelques mètres cubes d'eau. Il y a la distribution éventuellement de bouteilles d'eau potable, etc. Mais effectivement, ça fera partie peut-être aussi des... On ne va pas faire des exercices majeur, mais sur ces points particuliers qui sont essentiels pour la population, c'est de dire ça marche. C'est pas simplement sur le papier. Il y a à la fois la distribution, Jean-Pierre, puis si j'intervenais, c'est parce qu'on a en mémoire aussi ce qui s'était passé au moment de la fameuse tempête, où on a failli vraiment être en rupture d'approvisionnement pour un problème de vanne qui était au milieu de la campagne, et il fallait avoir un agent qui soit capable d'aller la repérer sous la neige et qui a réussi à le faire, mais heureusement. Sinon, on était en rupture d'alimentation de nos réservoirs. Il faut se rappeler quand même l'événement en question, et c'était plus que chaud, me semble-t-il, à l'époque, de mémoire. Même si j'étais bloqué dans la voiture quand on avait... Non, on a géré ça de près. Je pense qu'effectivement, le plus gros risque, c'est un cumul de risques en réalité. Et du coup, ce que tu dis, Jean-Mi, je pense que ce sera intéressant quand on fera la présentation du plan communal de sauvegarde aux personnes de la réserve communale, qu'on y invite aussi, évidemment, le délégataire Veolia. Et puis, peut-être que si on a un exercice à créer, peut-être un exercice qui prendrait en compte justement aussi une problématique d'eau, comme ça pour voir comment les choses concrètement vont se coordonner. Bon, là, ça s'est bien arrangé parce qu'on a les coordonnées de Guy qui nous ont bien aidés. Puis on a pu s'appuyer sur nos agriculteurs pour nous aider. Mais il vaut mieux que les choses soient bien calées, bien organisées, et qu'elles soient surtout déjà testées en grandeur réelle. C'est toujours plus facile, même si effectivement, autant d'ailleurs sur l'épisode neigeux de 2013 que sur le Covid, je pense qu'on n'a pas à rougir de la façon dont on a réagi, dont on a géré ces deux crises. Mais une crise ne ressemble pas à une autre,
prévenir, en l'occurrence, c'est mieux guérir, là, pour le coup. Donc il vaut mieux effectivement avoir déjà travaillé en amont sur toutes les questions, tous les risques, notamment les cumuls de risques qui peuvent être présents. Et, comme il était question aussi de faire un état des lieux de la population à risque, je sais que le délégataire a également cette même obligation par l'ARS. C'est-à-dire qu'il dispose de fichiers sur la population à risque en cas de pollution de l'eau. Il y a des publics prioritaires qui doivent être desservis, les écoles, etc., mais y compris des personnes qui, chez elles, sont dialysées ou je ne sais quoi. Voilà, ils ont cette obligation-là, ça fait partie de leur compétence. Donc, autant prendre appui dessus, peut-être, pour repérer cela. Après, les critères ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais ça peut être utile. En tout cas, en ce qui concerne les personnels fragiles, on va relancer un questionnaire pour que les gens puissent s'inscrire, puisque ça ne peut... Je ne pense pas qu'on puisse, avec la RGBD, se refiler des fichiers nominatifs entre... Ouais. Mais il faut de toute façon que les gens soient d'accord. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse passer un fichier de personnes fragiles d'un syndicat, pas d'un syndicat d'eau, mais de Veolia vers la mairie. Non, ça on est d'accord, Jean-Pierre. Mais si on a un délégataire qui fait partie du plan en question, qui dispose déjà de ces informations-là, voilà, il n'est pas question de se transmettre les fichiers, mais je pense que ça peut faciliter le repérage de ces publics-là. Non, il faut qu'on les intègre impérativement. De toute façon, on est toujours plus intelligent à plusieurs. Il y a un plan hors sec eau potable spécifique piloté par le préfet, effectivement, qui s'appuie sur qui demande aux différents délégataires les personnes sensibles, etc. Et puis aussi, ils ont des moyens d'avertir, notamment des populations ciblées par téléphone, et toute une région, ils peuvent informer, etc. Donc ça, je veux dire, il y a des moyens actuels au niveau de la préfecture qui permettent de l'information ciblée par téléphone des portables qui sont dans un secteur. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations ? Juste peut-être rappeler qu'on a encore des exemplaires du DICRIM papier pour ceux qui y tiennent donc en mairie, donc il n'y a pas de souci pour venir en chercher. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vais vous proposer de voter, d'approuver donc le plan communal de sauvegarde, encore une fois qui n'est pas obligatoire pour notre commune, mais comme l'a dit Jean-Pierre, on a l'obligation de préserver au maximum nos habitants et d'ailleurs, pour une bonne part, en ce qui concerne notre commune, les habitants qui peuvent passer par notre commune, puisqu'on a aussi ce rôle. En tous les cas, sur l'épisode neigeux, on avait reçu beaucoup de personnes extérieures à la commune. Donc, je vous propose d'approuver ce plan de sauvegarde communale et de m'autoriser à signer l'arrêté d'application du plan communal de sauvegarde. Qui vote pour ? Donc, pour ceux qui ont des pouvoirs, 2 bras, bien sûr. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas de vote contre. Eh bien, je vous remercie. Donc, point suivant, c'est l'autorisation de signature d'une convention relative à la mise en place d'une animation judo donc en milieu scolaire, donc pour les enfants du groupe scolaire Diane Fossé, bien sûr, pour ce qui nous concerne. Donc, il est prévu 6 séances d'1 heure pour 3 classes, donc de 76 élèves au total, répartis en 6 matinées, soit 18 séances donc au dojo du complexe sportif. Donc, en contrepartie de quoi la ville donc versera la somme de 566,28 € donc au club de judo. Donc, pour l'animation de ces 18 séances, le coût de chaque séance étant de 31,46 €. Nous sommes dans la précision. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Donc, ça fait partie des animations sportives qui sont proposées depuis pas mal d'années. Il y a eu tennis de table, il y a eu différentes animations. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, on négocie avec les équipes éducatives, évidemment, puisque si nous avons la capacité et, d'une certaine façon, la nécessité de financer ces prestations, elles n'ont de sens, elles ne peuvent se réaliser qu'en accord complet avec l'équipe pédagogique.
Pas de questions? Eh bien, je vais vous proposer d'approuver les termes de la convention à passer avec l'association Judo Douvres relative à l'enseignement de cette pratique sportive aux élèves du groupe scolaire Diane Fossé, de m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire, en particulier la convention, essentiellement d'ailleurs, et de fixer le tarif de la séance d'1 heure à 31,46 €, soit au total, pour les 18 séances, 566,28 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Alors ensuite, donc, il nous faut délibérer sur un sujet qui, par nature, va concerner beaucoup d'entre nous. J'espère le plus tard possible, évidemment. Donc, puisque nous avons besoin, comme beaucoup de communes aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'effet du vieillissement de la population, bien sûr, de réfléchir à l'extension de notre cimetière municipal, puisque donc à ce jour nous avons 968 emplacements, il reste 49 emplacements libres. Bon, sachant que nous avons 27 inhumations, selon les années, autour de 23-24 en moyenne, on va dire, de inhumations par an. Donc 49, ça ne nous permet pas d'aller très loin. Et par ailleurs, donc, nous sommes en phase de travailler sur donc, le relèvement d'un certain nombre de tombes qui ne sont plus entretenues, etc. Donc il y a toute une procédure, évidemment. C'est bien légitime à respecter pour ça. Mais du coup, il faut qu'on anticipe sur le futur et qu'on puisse donc offrir la perspective à ceux qui le souhaitent, évidemment, et qui habitent la commune, donc d'être enterrés dignement donc, dans ce cimetière. Donc nous avons un terrain qui s'y prête puisqu'il y a une extension physique possible sur le cimetière. Et donc le choix que nous avons fait, c'est de nous diriger dans cette extension de façon prioritaire. Il restera quelques possibilités d'inhumation traditionnelle, classique. C'est un sujet suffisamment sensible pour qu'on puisse garder une capacité de choix pour chacune des familles ou chacune des personnes concernées par le sujet. Et donc l'extension sera principalement une extension de cimetière paysager, donc avec essentiellement des stèles et donc une organisation moins rigide, on va dire ça comme ça, moins linéaire en tous les cas, que celle qui est présente aujourd'hui, et donc avec évidemment davantage d'arbres que nous en avons aujourd'hui dans la première partie du cimetière, ce qui en fera un lieu aussi peut-être moins austère en tous les cas pour les familles qui s'y rendent et donc qui viennent voir leurs défunts. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Voilà. Donc, je vous propose donc d'approuver, puisque de toute façon on n'a pas tellement d'autres choix, l'extension du cimetière municipal de la Fossette. Donc, il va s'étendre dans un premier temps. On a déjà la possibilité de l'étendre vers l'arrière, vers le fond de la parcelle, et puis ensuite, donc, on a la pépinière éphémère qui aujourd'hui est présente sur une autre partie du terrain en bordure de la route départementale 7 qui pourra aussi à terme servir. Donc on a, nous, l'avantage qu'on a par rapport à d'autres communes, c'est que nous avons déjà un foncier qui nous permet d'imaginer, surtout si on le fait de façon différente, donc l'avenir avec une certaine forme de sérénité nécessaire sur ces questions. Pas de questions du coup? Eh bien, je vous propose de l'approuver, cette extension du cimetière municipal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci beaucoup. Donc, il nous faudra aussi faire évoluer un peu le règlement, évidemment, du cimetière par rapport aux modifications des stèles qui seront proposées. Alors ensuite, donc, un point qu'on vous a proposé d'ajouter, donc concernant donc l'attribution du marché de travaux de requalification de réaménagement du centre-ville. Donc la commission d'appel d'offres s'est réunie, elle a sélectionné donc sur les 2 lots qui étaient proposés donc 2 entreprises. Alors pour le premier lot qui est le lot principal, c'est en fait un
groupement d'entreprises, puisqu'il y avait Eiffage, Route Ouest et la SAS Le Tellier, et puis Valois, donc sur notamment toutes les finitions et notamment tous les aspects granitiques qui vont être proposés sur le centre-ville. Donc tout ça pour un montant de 970 656,55 € hors taxes. Et puis donc pour le lot espace vert, qui est un lot important, puisque la requalification passe par, dans des limites que nous fixe la rue elle-même, sa taille, son envergure et puis ses destinations, donc pour un montant de 40 863,45 €. Et voilà, il y a des projets de jardin de pluie, voilà, de végétalisation des façades, de façon de fleurissement des façades. Donc on a commencé hier soir par une réunion publique sur le sujet, enfin, une réunion publique concernant les riverains concernés évidemment. Donc il va nous falloir poursuivre parce qu'il n'y a pas suffisamment de présents pour qu'on puisse imaginer ça de façon suffisamment sérieuse. Mais bon, la commune y prendra sa part aussi, bien sûr. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir réaliser ces travaux, alors qu'ils doivent débuter le 31 mars, physiquement, donc par la première tranche, par la première partie de la première tranche, puisqu'il y a deux tranches en fait. Il y a une tranche qui concerne la rue du Général de Gaulle et la rue Le Lièvre. Donc cette première tranche va débuter fin mars par la partie basse de la rue de Gaulle, qui part de la charcuterie jusqu'au 8 à 8. Et un petit peu au-delà du 8 à 8, juste après le carrefour avec la rue Le Lièvre, en fait. Et la deuxième tranche donc, qui enchaînera derrière, la deuxième partie de la première tranche, pardon, qui enchaînera derrière, et qui donc ira jusqu'au bout de la rue du Général de Gaulle, au carrefour de la rue de Bayeux. Et donc tous ces travaux devraient être terminés pour l'été, sachant que voilà, l'idée c'est que début septembre tout ça soit terminé et que donc l'ensemble de la rue de Gaulle et de la rue Le Lièvre soit restitué donc à la déambulation piétonne cycle, alors, prioritairement parce que le projet a été conçu autour de cette logique et évidemment voitures aussi puisque les voitures continueront de pouvoir y circuler, évidemment toujours dans une logique de vitesse apaisée, puisque nous serons dans une rue partagée, donc avec une zone de limitation de vitesse à 20 km/h. Voilà. De manière à protéger les piétons, qui pourront plus facilement déambuler, traverser d'ailleurs la route, parce qu'aujourd'hui c'est la route qui dirige tout, que ça n'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc il y avait plusieurs entreprises. On a sélectionné les 2 entreprises qui présentaient le meilleur rapport qualité-prix. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette réflexion d'abord, parce que c'est un travail qui a été très itératif. Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on travaille sur le sujet. On a réalisé des réunions publiques, on a réalisé des ateliers, on a réalisé des visites sur site. Voilà, on a écouté donc toutes les personnes concernées, donc les habitants bien sûr, les résidents qui habitent la rue, et puis les commerçants qui sont évidemment aussi très importants, mais dont l'avis doit être pris en compte parmi d'autres avis, puisqu'il s'agit là évidemment de trouver la meilleure réponse, et comme je le dis souvent, ce n'est pas la somme des avis individuels qui fait la réponse collective, c'est voilà, un compromis entre tout ça. Voilà. Et donc on espère, en tous les cas, tout ce travail a été fait de façon très sérieuse, et on espère, y compris avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui est vraiment très qualitative, avec qui on a vraiment très bien avancé. Et donc on espère que tout ça va aboutir aux objectifs que nous poursuivons et qui nous étaient réclamés depuis longtemps par la population qui se plaignait, je pense que vous l'aviez entendu vous aussi, des difficultés de circulation, enfin de déambulation piétonne notamment, mais aussi cyclable, puisque voilà, moi j'arrive à passer entre les voitures en contresens cyclable, tout le monde ne le fait pas et je comprends que tout le monde ne le fasse pas. Pas de questions, pas d'observations.
Eh bien, donc, et là, la commission d'appel d'offres juste a bien travaillé parce que du coup, on a pu trouver des solutions articulées qui permettaient à la fois de maintenir un prix par rapport au prix d'objectif que nous avions, mais aussi voilà, de sélectionner des matériaux de qualité et de proximité, puisque donc une grande partie du granit, notamment, va être produit par l'entreprise de Montchoix, donc qui se trouve Montjoie, qui se trouve à côté de Vire, pas Montchoix. C'était notre choix, mais c'est Montjoie. Voilà. Et nous l'avons sélectionné dans la joie, bien évidemment. Voilà, donc je vous propose de décider d'attribuer le marché de travaux publics relatif à la requalification et réaménagement du centre-ville pour le lot 1 aux entreprises Eiffage Route Ouest, à la SAS Le Tellier et à Valois SAS pour un montant de 970 656,55 € hors taxes. Et pour le lot 2, donc à ID Verdet, pour 40 863,45 €. De préciser que ce marché public de travaux relatif à la requalification réaménagement du centre-ville est attribué aux entreprises pour un montant total de 1 011 520 € hors taxes. Et de dire évidemment que les crédits nécessaires sont prévus au budget. Compte tenu de l'importance du sujet, je vous propose de voter pour d'abord. Et qui est pour ? Qui s'abstient ? Pas de vote contre ? Merci. Je pense que c'était important que sur ce sujet, la décision soit prise de façon totalement partagée et portée, du coup, par tout le monde. Donc, en complément de cette délibération, c'est une demande qu'on avait oublié d'inscrire dans les délibérations précédentes, mais c'est parce que, en fait, on a pris des contacts, on a eu des contacts et pris des contacts un peu tardifs avec l'agence de l'eau. Parmi les avantages que nous allons avoir dans ce réaménagement, et ce n'est pas négligeable, nous allons beaucoup mieux traiter l'eau pluviale au travers de différentes ressources, donc des noues notamment qui vont être ajoutées sur la place Le Sage, qui ne va pas être refaite, mais dont les espaces qui sont entre les places de stationnement, qui sont des galets imperméables, donc vont être remplacés par des noues plantées. Nous avons, si on arrive à trouver des riverains suffisamment nombreux, la possibilité d'infiltrer donc au travers de plantations en pied de mur, etc. Et puis éventuellement des traversées paysagères qui pourraient être très jolies dans la rue du Général de Gaulle. Et puis donc nous avons ces fameux jardins de pluie, donc, qui sont des endroits qui vont permettre à la fois de s'asseoir, de se reposer sur leur pourtour, et puis également donc de collecter les eaux pluviales, donc de façon tout à fait significative. Et du coup, tous ces projets nous ont amenés à, après discussion avec notre correspondant agence de l'eau, à imaginer qu'on puisse avoir des aides et des appuis complémentaires de l'agence de l'eau, dont il serait dommage de se passer. Et donc, on vous propose tout simplement d'ajouter cette demande complémentaire de subvention, donc sous forme de délibération. Donc, aujourd'hui, on est incapable de vous dire quel est le montant de la subvention qu'on pourra avoir de l'agence de l'eau, parce que ce sont des calculs très compliqués. En plus, ils n'ont pas pu nous les faire parce qu'ils n'avaient pas, par le fait qu'il n'y ait pas de vote de budget au niveau national, ils avaient impossibilité de pouvoir avancer quoi que ce soit. Donc, mais on a fourni à l'agence de l'eau tous les éléments leur permettant d'estimer le montant de l'aide qu'ils pourront nous apporter, et de toute façon, toute aide complémentaire sera la bienvenue. Voilà. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de m'autoriser à déposer une demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie pour le marché de travaux et de requalification d'un montant total de 1 113 058 € hors taxe, au taux le plus large possible. Ah oui, parce que là, ça comprend l'aménagement. Tout à l'heure, c'était uniquement le marché de travaux, mais là, il y a l'équipe de maîtrise d'œuvre qui nous coûte un peu d'argent, bien sûr, mais qui fait un travail vraiment de qualité. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, on va espérer que l'agence de l'eau arrose suffisamment notre projet. Alors ensuite, parlant d'arrosage, malheureusement, eux, ils ont été particulièrement touchés et dramatiquement touchés. On parlait tout à l'heure de risques.
de plan communal de sauvegarde. Là, on dépasse le niveau communal dans un sujet comme celui-là. Et donc, nous avions parlé lors du dernier conseil municipal de l'intérêt et du bien fondé d'un geste de solidarité de notre commune, comme on l'a fait dans toutes les autres situations de risque que des collègues ont pu rencontrer par ailleurs. Donc, pour Mayotte. Et donc, on vous propose, comme on l'avait fait du coup pour les autres situations, de faire un don de 1 000 € à la protection civile qui a été conseillée par l'AMF et d'autres endroits où on aurait pu verser ce don. Moi, je vous propose de retenir celui qui est conseillé par l'Association des maires de France. Voilà. Au moins, ça ne souffre aucune discussion et réflexion. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Alors, je vous propose d'approuver le versement d'un don de 1 000 € pour contribuer à soutenir la population de Mayotte, faiblement, mais tous les petits gestes, là aussi, sont les bienvenus. Donc, à la protection civile, de m'autoriser à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Qui vote pour ? Là aussi, c'est important, je pense, de faire plutôt du pour. Qui s'abstient, pardon. Qui vote contre ? Eh bien, merci de cette belle solidarité. C'est important. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas le mot qui résonne le plus obligatoirement. Donc, c'est bien qu'ici, ça soit le cas. Alors ensuite, donc, on va évoquer subventions aux associations donc, pour 2025. Je vais laisser la parole à Alain. Auparavant, pour dire qu'on a fait un choix donc, assez fort qui a conduit à revisiter un peu la stratégie de subventionnement des associations, de manière à faire en sorte qu'on puisse, sur le montant global des subventions associations, donc trouver les moyens de pouvoir financer une partie d'un poste qui va être dédié donc, à la relation avec les associations. Et puis donc, nous avons également... donc là, c'est la commission mixte d'Alain et de Claire qui l'a fait. Donc, revisiter aussi toutes les demandes de subvention au regard des projets. Une subvention n'est pas quelque chose d'acquis a priori. Ça se mérite, quelque part. Et même si je pense qu'il faut toujours avoir un mot et un respect important pour tous les bénévoles qui font vivre ces associations. Voilà. Pour autant... la subvention de la commune, qui d'ailleurs, les sommes dont nous allons discuter là, ne comprennent pas et sont loin de représenter l'essentiel de tous les moyens que la commune met à disposition des associations, sous forme de locaux, sous forme de moyens humains. Voilà, si on ajoutait tout ça, on multiplierait probablement par 3 au moins le montant des subventions versées directement aux associations. Alain, si tu... est prêt. Eh bien, vas-y. Bonsoir. Oui, donc je vais tout d'abord remercier tous les membres des 2 commissions qui ont travaillé pendant de longues heures sur ces dossiers, puisqu'on a passé, je crois que c'est 3 ou 4 heures sur ces dossiers. Donc, ça a permis aussi d'avoir des échanges sur les différents points de vue. Donc il y a vraiment eu une très très bonne discussion et vous avez eu donc les documents concernant les subventions proposées par les 2 commissions réunies. Alors on ne va pas revenir sur toutes, ce serait trop long et trop fastidieux. Est-ce que parmi les documents que vous avez eus en main, vous avez détecté quelque chose qui vous étonne ou sur lequel vous voulez des précisions ? Le document rédigé par Claire est très clair, donc pas de souci particulier. Bon, bah écoutez, merci de la confiance. Alors, je veux juste ajouter, c'est le fait que notre commune a toujours fait le choix de maintenir, que depuis quelques années déjà, beaucoup de communes ont diminué les montants de subventions accordées aux associations. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix d'ailleurs cette année encore
de conserver les mêmes moyens dédiés aux associations, sauf que, évidemment, les moyens humains pour assurer le contact et la relation avec les associations doit s'intégrer en comptabilité analytique. En tous les cas, ça se ferait comme ça, puisque c'est le poste dédié aux associations. Et encore, je vous dis, il faudrait qu'on ajoute tous les coûts induits donc par les mises à disposition diverses et variées. Et aujourd'hui, s'il y a une chose dont on peut être quand même globalement satisfait, même si certains ne le sont jamais, c'est la qualité de tous les moyens matériels dont nos associations disposent. Il y a eu, si je prends le cas de l'ADAGE par exemple, si je revois l'ADAGE, Jean-Mi, tu étais sans doute président à ce moment-là de l'ADAGE, dans les baraquements et les locaux que l'ADAGE a aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et pour beaucoup d'associations comme ça, donc effectivement, on a petit à petit pu, au-delà de la maison des associations qu'on a mis en place, on a pu petit à petit donner aux associations les moyens d'un fonctionnement satisfaisant. Ce que nos associations doivent maintenant accepter, c'est pas toujours simple, c'est d'accepter de limiter le développement de leur association aux moyens qu'on est en capacité de leur mettre à disposition, et pas être toujours dans la course aux adhérents, la fuite en avant en réalité, qui à un moment ou à un autre nous conduirait dans le mur, et les uns et les autres. Parce qu'une association bien gérée, c'est pas forcément une association avec plus d'adhérents, parce que parfois les adhérents coûtent des fois plus cher qu'ils ne rapportent. En tous les cas, il y a des niveaux d'équilibre auxquels il faut être très très vigilant. Donc voilà. Néanmoins, et c'est une raison pour laquelle aussi on récompense chaque année donc deux bénévoles associatifs, un homme et une femme, depuis de nombreuses années maintenant, depuis l'année 2008, c'est que effectivement, voilà, ils sont très motivés, très enthousiastes. Voilà, et ce qu'il faut, c'est que tout le monde garde bien les pieds sur terre et voilà la prise en compte donc des moyens qui vont forcément se trouver à un moment limité, que la commune, que la collectivité, donc ça sort de la poche de tous les Douvrais, met à disposition. D'autant que, petit rappel au passage, les adhérents à nos associations ne sont que pour 25 à 30% d'entre eux Douvrais. Tous les autres proviennent des communes avoisinantes, qui créent parfois des logements, de l'habitat, sans pour autant concevoir de projets d'équipement. Donc, on peut toujours se plaindre que la commune de Douvres ne fournit pas suffisamment d'équipement. Peut-être que ce n'est pas seulement à la commune de Douvres qu'il faut poser cette question-là. Le volume total, enfin le montant total des subventions, un peu plus de 140 000 euros. Sauf erreur de calcul de ma part, bon, c'est bien. Juste une question, j'étais surpris de voir que quelques associations n'avaient pas déposé de demande de subvention. Je pense à l'APE par exemple. Je trouve que c'est... Et donc je m'interrogeais savoir si, comme on l'a déjà vu dans d'autres exercices, on peut avoir, ces associations-là pourraient avoir une possibilité de redéposer en cours d'année. Voilà, c'est simplement ça. Oui, bien sûr, les demandes sont des demandes régulières. Là, mais il y a toujours une possibilité de demander on fait une subvention exceptionnelle pour des cas bien particuliers, que ce soit sur un projet ou sur quelquefois quelques difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais c'est l'association de l'APE, par exemple, puisque tu la cites, c'est une association qui s'engage énormément pour trouver des partenariats, pour pouvoir faire des lotos et ainsi alimenter leur association pour pouvoir faire des dons aux écoles comme ils l'ont fait sur les 2 dernières années. Alors, il y a plusieurs associations qui travaillent comme ça, qui vivent comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui ont des fonds suffisants pour plusieurs années et qui n'ont pas jugé utile de faire une demande de subvention, ce qui aussi est particulièrement intéressant de voir la responsabilité qu'ils prennent à chaque fois pour mener à bien leur mission. Donc c'est vraiment encourageant de les aider. Et pour aller jusqu'au bout de ce que disait Thierry tout à l'heure concernant les bâtiments et services qui sont mis à la disposition des associations, on a fait, enfin c'est surtout Émilie qui a bien travaillé, la demande de label pour la ville
Oui, ville active et sportive. Et là, on a estimé au plus bas à 660 000 euros de valorisation pour les associations. Alors, ça veut dire que ce sont la mise à disposition des bâtiments, mais tous les fluides, les réparations, les équipements neufs qu'on peut leur mettre à disposition aussi, le remplacement du matériel et l'utilisation des matériels et l'engagement des personnels, des agents de la mairie pour pouvoir maintenir à niveau tous ces bâtiments. Et ce qui n'est pas rien quand on sait par exemple que le changement d'un radiant dans une halle des sports, c'est 10 000 euros, quoi. Donc voilà, tout ça est bien pris en compte par les associations. À chaque fois qu'on les rencontre, on n'a pas de souci particulier pour échanger avec les dirigeants, bien au contraire. Si, ça y est, c'est parti. Bon, il s'agit d'une adhésion pour le classement des plages du débarquement au niveau de l'UNESCO. Oui, ça c'était important, bon c'est 100 euros, mais c'était surtout important que toutes les communes du secteur adhèrent pour montrer vis-à-vis de l'UNESCO l'engagement des collectivités, parce que le classement, ça va engager les collectivités à la préservation. Donc pour l'UNESCO, classer des plages ou autre chose, ou des bâtiments, des monuments, ça veut dire qu'ils ne le feront que si ils ont la garantie que derrière, les collectivités qui en sont responsables en assureront la préservation. Sinon, ils ne les classeront pas, hein, ça c'est sûr. Donc c'est une manière de participer de façon importante, parce qu'en plus, nous, on est concernés, hein, parce qu'on parle des plages du débarquement, mais le rétro-littoral est concerné également. Par exemple, notre musée radar est partie intégrante, et donc notamment si on envisage à terme des développements ou de nouveaux projets pour ce musée, c'est important qu'on puisse y avoir participé, évidemment. Oui, on a parlé des lotos tout à l'heure, il y avait le loto du patrimoine, mais nous on a les lotos des associations, et ça marche bien en réalité, en tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les associations et donc qui participent à la dynamique de la vie communale, hein, puisqu'il y a 4000 adhérents, c'est ça à peu près ? À peu près 4000 adhérents dans nos associations. Donc 5000 habitants, 4000 adhérents associatifs, 2500 scolaires. Ça donne à notre commune un visage un peu atypique par rapport à d'autres. C'est bon ? Eh bien, je vous propose donc, sur la base du tableau qui vous est proposé, de voter l'attribution des subventions donc, aux associations, étant entendu que, comme on est prudent, on n'engage pas la totalité, ce qui va permettre, s'il y avait des besoins, d'y répondre ensuite. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, merci pour eux et donc pour nous. Point suivant, donc, au moins vous avez un petit retour pour ceux qui doivent en payer, donc potentiel, donc des amendes de police. Puisque donc l'État collecte au niveau national toutes les amendes de police, hein, évidemment, pour ceux qui penseraient que notamment les amendes, y compris de stationnement, restent dans les caisses municipales, pas du tout. La seule façon dont on a la possibilité d'en récupérer une petite partie, c'est donc au travers du département qui gère un dispositif qu'il appelle d'ailleurs amende de police et qui donc permet de financer des travaux de sécurisation de voiries notamment et de sécurisation routière. Et donc quand on fait des aménagements de routes, sur Tailleville, on a obtenu des amendes de police. Sur la Froide-Rue, on a obtenu des amendes de police. Et là, donc, on vous propose de faire la même demande pour la route de Bretteville, sachant que la route de Bretteville devant se dérouler en 2 phases. On fera 2 fois la demande. Donc, on en fera une pour chaque phase. Voilà. Donc en espérant qu'on aura 2 fois 40 000 euros, puisqu'on a sur cette route de Bretteville, pas, pour l'instant en tous les cas, beaucoup de garanties de financement autres que ces financements-là. Maintenant,
Non, l'État maintenant est très réfractaire au financement des voiries. La seule chose qu'on aura pour cette route de Bretteville en complément, c'est un financement par le département pour la bande de roulement de la route, puisque donc elle est départementale aujourd'hui et par convention signée avec le département, donc cette route va retomber dans le domaine communal. Ça veut dire que bon, il nous verse une somme correspondant au coût de finition, couche de finition de la route. Après, ça deviendra notre affaire et ça sera à nous ce sera la commune de l'entretenir. Bon, sachant que évidemment cette route, que j'aurais presque rue aujourd'hui, serait sans doute plus adaptée que route, mais elle s'appelle route, donc a une vocation quand même beaucoup plus communale que départementale, bien évidemment. Pas de questions sur le sujet? Eh bien, je vous propose donc sur une base de travaux prévisionnels, donc pour la première tranche, toujours, donc de 350 000 € hors taxe, en nous engageant à réaliser ces travaux sur l'année 2025, sur la première tranche. Donc l'idée, c'est de faire la première tranche en fin d'année 2025 et la seconde tranche en début d'année 2026, pour que globalement, quand même, les chantiers se suivent, même s'ils ne se ressemblent pas, puisque les deux parties de la rue de Bretteville sont très différentes l'une de l'autre. Donc, mais la première partie serait à réaliser en fin 2025. Donc, on a déjà fait les réunions publiques, présentations, etc., et travaux avec le maître d'œuvre qui permettent d'avoir déjà un projet bien finalisé. Et donc, je vous propose de m'autoriser, du coup, à solliciter une subvention auprès du conseil départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police pour l'opération susvisée, donc à hauteur de 40% du montant des travaux, mais plafonné à 100 000 €. Donc, ça veut dire que c'est plafonné en fait à 40 000 €. C'est en cascade que ça se joue. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Et dans cette rue, c'est particulièrement adapté parce qu'il y a vraiment beaucoup de sécurisation, notamment pour les piétons et pour les cycles, donc sur lesquels il n'est pas facile de se mouvoir aujourd'hui sur cette route de Bretteville, que ce soit d'ailleurs dans une tranche ou dans l'autre, c'est pareil, c'est aussi compliqué des deux côtés. Alors ensuite, donc, on a quelques décisions RH à prendre, donc dans le cadre d'un redéploiement des fonctions que tient aujourd'hui Séverine. Donc nous avons proposé, du coup, puisque c'est un poste qui reste évidemment important dans la commune, même si c'est un sujet des fois un peu difficile. La communication, c'est jamais trop simple. Des fois, on répète plein de fois les choses et puis les gens ne l'ont toujours pas vu, mais c'est comme ça. Donc il faut effectivement avoir du coup une stratégie particulièrement élaborée pour faire en sorte qu'on se donne la chance que le maximum de personnes aient eu l'information qu'on souhaitait leur délivrer. Donc il est prévu donc un recrutement donc d'un ou d'une d'ailleurs responsable de communication au statut de rédacteur territorial. Pas de questions sur le sujet. Donc le recrutement va devoir s'opérer en vue d'avoir quelqu'un qui soit aussi en capacité de travailler en collaboration étroite, donc avec les services, notamment ceux des relations avec les associations et de l'événementiel. Alors je vous propose donc de décider le recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité au service communication pour une période d'1 an dans un premier temps à compter du 1er mars à temps complet, de dire que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut du grade de rédacteur premier échelon, de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et de m'autoriser à signer tout document relatif au recrutement et notamment le contrat, en sachant que la date du 1er mars va être très compliquée à tenir compte tenu du fait qu'on n'a pas encore recruté la personne. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Reste à ne pas se tromper sur la personne en question. Ce qui n'est pas forcément évident. Ensuite, donc, on vous propose la création d'un poste d'éducateur ou d'éducatrice de jeunes enfants. Donc,
dans la mesure où donc nous avons un agent qui est déjà éducateur de jeunes enfants, mais qui n'a pas passé le concours. Et donc on vous propose, y compris pour l'inciter à le faire, de créer ce poste d'éducateur jeunes enfants, donc en tant que poste dans un premier temps d'emploi contractuel, mais en vue de basculer ensuite évidemment sur un poste de fonctionnaire territorial. Donc c'est une personne qui travaille à la crèche, donc au jardin de Prévert. Donc elle est déjà en poste en fait, hein, c'est pas un nouveau recrutement, mais c'est une modification, enfin une création de poste pour pouvoir faire en sorte que, et a priori elle a pris la décision cette fois de s'engager dans la préparation et la réussite, évidemment, on peut que lui souhaiter ça, du concours. Pas de questions ? Eh bien, je vous propose de décider de créer un emploi permanent sur le grade d'éducatrice, puisque c'est une femme, de jeunes enfants à temps complet à la crèche municipale, le jardin de Prévert, d'autoriser le recrutement sur un emploi permanent d'un agent contractuel dans les conditions fixées à l'article L332-8, alinéa 2 du Code de la fonction publique, dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée de 3 ans, c'est là où il faut qu'elle ait son concours dans les 3 ans, et pour les besoins de continuité du service de la crèche municipale. De préciser que, le cas échéant, que l'agent contractuel devra justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans au minimum en tant qu'éducateur et éducatrice du coup de jeunes enfants en direction ou délégation de direction d'une structure similaire. La rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Et je vous propose pour finir de dire que la dépense correspondante est inscrite au chapitre 12, donc personnel, du budget primitif 2025. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, souhaitons-lui toute la réussite donc, dans cette démarche. Ensuite, donc, il nous faut renouveler 2 postes de contrat à durée déterminée. Donc, un poste d'adjoint technique au service espace vert, donc Chantal, que nous avons recruté donc, pour assister Julien et notamment l'assister sur le management des équipes sur les chantiers, donc qu'on vous propose de renouveler pour une période d'1 an à partir du 11 avril, et puis un poste d'adjoint technique au service police municipale, ASVP, donc on vous propose de renouveler pour pouvoir ensuite lui proposer une stagiairisation et ensuite une fonctionnalisation, étant entendu que sur ce poste d'ASVP, enfin en tous les cas, c'est ce que je constate moi, si vous avez des opinions différentes, elles peuvent s'exprimer, bien sûr, mais je trouve que voilà, on a un agent qui à la fois peut avoir une main de fer dans un gant de velours et qui passe très bien, je trouve, dans la population, qui fait comprendre aux personnes de façon pédagogique tout l'intérêt qu'elles ont à se conformer à quelques règles. Pas de questions sur ces 2 recrutements. Bien, je vous propose de décider le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Donc un poste d'adjoint technique au service espace vert pour une durée d'1 an, du 11 avril 2025 au 10 avril 2026 à temps complet, et un poste d'adjoint technique au service de police municipale, donc en tant qu'ASVP, du 1er avril 2025 au 31 août 2025 à temps complet également. De dire que la rémunération des agents sera calculée par référence à l'indice brut du grade de recrutement au premier échelon, que les crédits correspondants sont inscrits au budget, de modifier ainsi le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer tout document relatif au recrutement précité. Donc il faudra re-signer un contrat, évidemment, avec ces personnes. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, merci pour eux. Et puis donc, il nous faut, oui, alors reprendre une délibération pour pouvoir ouvrir à des postes contractuels, donc un recrutement donc, d'adjoints techniques pour la cantine. On a en ce moment de gros soucis, des problématiques de santé pour certaines personnes, des départs qui n'étaient pas prévus pour d'autres, et qui restent d'ailleurs en partie assez mal expliqués. Et donc, du coup, Émilie
passe beaucoup de son temps avec Françoise donc, à rechercher des candidats ou des candidates pour occuper ces postes, et c'est vraiment compliqué. Et donc, il faut absolument qu'on puisse avoir aussi accès à des postes de contractuels qui peuvent permettre à des personnes de les occuper sans être pour autant donc, déjà fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Il faut en tous les cas élargir voilà, le spectre des potentiels candidats. Là, c'est un vrai souci, hein. Il y a peut-être d'autres solutions à imaginer pour l'avenir, pour faire en sorte qu'effectivement, parce que ce sont des postes, il faut bien le reconnaître quand même, qui sont difficiles à tenir sur un long terme, de toute façon. Hein. Ce sont des postes qui sont assez physiques quand même, et donc il faut imaginer peut-être une autre façon de fonctionner pour pouvoir effectivement avoir des personnes de façon plus sûre, plus sécure, sachant que la cantine, il faut qu'elle fonctionne. Hein. On se doit d'avoir une réponse à apporter. On ne nous le pardonnerait pas. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Alors, je vous propose donc de décider de modifier la délibération donc, en date du 13 février 2024, de préciser que l'emploi permanent d'adjoint technique à la cantine scolaire Diane Fossé-Petit peut être occupé par un agent contractuel, conformément aux conditions fixées par l'article L332-14 du Code général de la fonction publique, dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, pour une durée déterminée de 1 an renouvelable une fois, et de préciser que la dépense est inscrite au budget, puisque c'est un poste qu'on a à remplacer de toute façon. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Puis on va souhaiter bon courage à Émilie pour trouver le ou la candidate en question. Et puis donc, pour clore sur la question des ressources humaines, donc on vous propose la création d'un emploi de rédacteur principal première classe. En fait, c'est accepter la mutation de Françoise qui a été recrutée au poste de RH justement, donc pour remplacer, si tant est qu'on puisse la remplacer, Nicole. Donc Françoise avait accepté de le faire dans un cadre de mise à disposition, merci, je cherchais le mot. Du coup, elle avait demandé une disponibilité dans sa collectivité pour se tester aussi, hein, et nous on avait besoin aussi de la tester parce qu'une mutation, la personne elle est directement employée, il n'y a pas de période d'essai, il n'y a rien, et on peut pas faire, il n'y a pas de machine arrière possible. Hein. Bon là donc de façon tout à fait négociée, donc elle avait accepté ce deal, elle avait envie de quitter son emploi, et nous on avait besoin de pourvoir cet emploi. Et donc, à l'expérience, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement discrète, qui est travailleuse, sérieuse, et qui donc répond aux critères majeurs, principaux, nécessaires pour occuper un poste de ressources humaines, dans une collectivité ou ailleurs d'ailleurs. Donc, on vous propose du coup d'accepter la mutation cette fois, et donc de l'embaucher de façon définitive, en tous les cas, jusqu'à ce qu'elle considère que ce sera définitif. Pas de questions? Eh bien, je vous propose d'adopter la modification du tableau des emplois proposés, donc avec la création donc, de ce poste de rédacteur, et en même temps donc, la suppression d'un poste d'adjoint administratif première classe, puisque donc c'était le cas de Nicole. Donc de modifier ainsi le tableau des emplois et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération aux charges de l'agent concerné donc dans cet emploi est inscrit au budget, chapitre 12 toujours. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci pour elle et merci pour nous aussi parce qu'on en a besoin en ce moment particulièrement. Voilà. Alors, dernier point de l'ordre du jour, donc c'est un débat sur le règlement local de publicité intercommunale. Vous savez, comme l'État avait peur qu'on s'ennuie, en plus du PLUI, on a sur le territoire un SPR, un PAVAP à refaire pour Bernières, qui nécessite beaucoup de travail. Hein. C'est pas un PLUI, mais enfin c'est un gros travail. Et puis, on a SPR, c'est protection. C'est une colle que tu me poses là? Oui. En fait, c'est un secteur protégé. Hein. C'est un secteur protégé, secteur de patrimoine remarquable. Voilà.
Donc, du coup, à Bernières, ils ont cette grande chance, mais qui engage aussi de nombreuses responsabilités. Il est à refaire complètement parce qu'il y avait eu des incohérences, notamment avec le PLU. Et bon, c'était donc des choses qui ont été faites au niveau communal. Et comme maintenant la compétence est intercommunale, on a récupéré ça en plus. Et donc, malgré le fait que nous ayons un règlement national de publicité qui s'applique déjà sur nos territoires, mais que personne ne suit, que personne ne contrôle, donc l'État a décidé qu'il fallait que les intercommunalités précisent et contrôlent donc les règles en matière d'urbanisme commercial. C'est un peu de l'urbanisme commercial, mais ça concerne essentiellement la publicité, les préenseignes et les enseignes. Et donc, c'est un sujet qui n'est pas négligeable. Il y a des questions, notamment par rapport aux enseignes lumineuses, etc., qui sont prévues. Et donc, le travail qui a été fait, vous avez eu un petit résumé là, des intentions, en tous les cas, de notre intercommunalité sur le sujet. On a là aussi des comités techniques, des comités de pilotage, des réunions au sein des communes. Donc, pour réussir à avoir un règlement commun pour toutes nos communes de Cœur de Nacre, sachant qu'on part d'un territoire qui n'est pas, je dirais, en situation d'avoir des problématiques de publicité trop importantes. Il y en a, hein, et il y a déjà des endroits, puisqu'on a fait un diagnostic, même sur la commune ici, donc où le règlement national n'est pas appliqué. Donc il faudra déjà remettre au point toutes ces questions. Et puis donc le règlement national est insuffisamment précis par rapport à un certain nombre de règles, de sujets qui sont à prendre en compte. Notamment, je vous disais tout à l'heure, sur la publicité, il y a encore, même sur notre territoire, il y a des grands encarts sur des murs en pierre, par exemple. On ne peut pas dire que ce soit un choix valorisant pour le support, en tous les cas, sur lequel la publicité vient se mettre. En plus, aujourd'hui, la publicité directionnelle avec les GPS a perdu quand même un tout petit peu de son intérêt, malgré tout. Donc, il y a à revoir un certain nombre de pratiques pour faire en sorte que, même si chez nous, elle n'est pas très importante, la pollution publicitaire, la pollution lumineuse soit le mieux maîtrisée possible, et puis qu'on garde donc la qualité paysagère et qu'on a tous envie d'avoir sur notre territoire. En fait, voilà, c'est toutes les décisions qui sont réfléchies aujourd'hui dans le cadre du règlement local de publicité intercommunale vont vers ça. Donc, le règlement local de publicité intercommunale est forcément plus strict que le règlement national, hein, bien évidemment. Il y a des choses d'ailleurs qui resteraient a priori du niveau du règlement national, puisque le règlement national est parfois suffisamment contraignant. C'est pas la peine d'en rajouter non plus. Il ne faut pas non plus vouloir être trop exigeant. Mais ça a deux mérites, c'est de remettre à niveau des choses qui ne sont pas en conformité aujourd'hui. Il y a un temps, un délai pour le faire. Et puis, non, mais je ne reprends pas forcément les diapos, dans la mesure où, bon, vous les avez eus. Et donc, globalement, ce qui est important, c'est parce que là, après, il faudrait rentrer sur chaque zone, hein, parce que c'est vraiment un travail de très fin, très très fin. Il y a notamment des règles différentes entre les zones d'activité et les cœurs de ville. Enfin, voilà, il y a vraiment un travail très très fin à opérer. En tous les cas, ils vont pour nous tous dans la même direction. C'est la protection donc de notre cadre de vie. Voilà, éviter que nos bords de route soient captés par des publicités intempestives. Et puis donc faire en sorte aussi que les enseignes qui sont nécessaires, une entreprise elle a besoin de se faire connaître, il faut bien qu'elle s'identifie, mais que ce soit fait dans des proportions, dans des limites qui restent raisonnables. Voilà. Qu'on n'ait pas, et notamment sur la question de la luminosité de ces enseignes, donc prendre des dispositions qui permettent d'éviter d'avoir des trucs qui flashent toute la nuit, sans qu'il y ait un intérêt particulier pour ça en plus. Hein. Encore une fois, c'est parfois par habitude que des choses se sont faites, sans qu'il y ait forcément toujours aujourd'hui un intérêt particulier.
On a notamment dans les réflexions qu'on a aujourd'hui, on a le sujet notamment des lieux de lavage de voitures qui restent allumés toute la nuit, qui sont vraiment là en termes de pollution lumineuse très impactants, et puis en matière également de cohérence avec le voisinage discutable. En plus, bon, je sais bien que chacun peut avoir envie de laver sa voiture à 1h du matin, mais enfin, c'est peut-être pas forcément utile. Et surtout, il faut penser aux personnes qui sont à côté, quoi. Ce que beaucoup oublient quand même aujourd'hui. Mais bon, c'est à nous justement de rappeler. Le règlement va pouvoir aussi rectifier un certain nombre de choses dans cette direction. Donc, il y aura de toute façon une présentation précise. Alors sur la publicité, en fait, la majeure partie de la publicité qui restera possible sera la publicité que nous rendrons possible par nos affichages municipaux, qui donc les abribus, les sucettes donc que nous octroyons à nos partenaires publicitaires, mais qui sont maîtrisés puisqu'il y a au moins une face qui doit rester à disposition de la commune, et puis donc qui sont maîtrisés dans des proportions suffisantes. Vous avez l'exemple, je veux bien, Émilie, si, excusez-moi, donc des abribus ou des sucettes, par exemple. Hein. Voilà, donc ils ont choisi les plus beaux abribus de Cœur de Nac, ce sont ceux d'Ouvre-la-Délivrande. C'est la page 6. Voilà, donc vous voyez, voilà ce qui est accepté en matière de publicité, c'est ce genre de choses qui restent maîtrisé et suffisant de mon point de vue. Ce document était chargeable, mais là il est plus chargeable. Là. Il est disponible sur le Internet, non? Alors, il est en cours d'élaboration, là. En fait, là, on a un premier... Celui-là, parce qu'il était il a été transmis avec le conseil municipal sur Celui-ci dont tu parles. Je crois, je pense. Oui. Mais là, il est plus disponible. Donc ah ben, oui, il faut... Il est sur l'intranet. Ouais. Okay. Non, et puis alors, là c'est un support succinct pour travailler sur le débat, mais je dirais dans les semaines qui viennent, le document plus élaboré qui est réalisé par notre assistant à maîtrise d'ouvrage va être disponible. Et là, vous aurez tous les détails dont je vous parlais tout à l'heure et qui vont très loin, y compris sur la taille des affichages, éventuellement les couleurs. Enfin, il y a toute une charte graphique potentielle qui va être ajoutée aussi et qui donc permet aussi de masquer. Parce que par exemple, vous voyez, sur nos abribus, à partir du moment où on a un abribus dans notre RAL 7006, bah, du coup, ça passe assez bien. C'est pas trop impactant sur le plan visuel. Donc voilà, en gros, publicité limitée à ça, et puis enseigne et préenseigne, limitée dans leur nombre, dans leur taille, et limitée également dans leur positionnement. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas autoriser des enseignes forcément qui vont être au-dessus du toit. Les enseignes doivent être sur le bâtiment lui-même, et pas forcément au-dessus du toit, parce que là, du coup, ça peut créer quand même des impacts, parce qu'en plus, ce sont des lettrages qui sont très importants en hauteur. Hein. Ça peut être 3 mètres de haut, donc ça commence à faire. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de participer à la protection de notre environnement, de notre cadre de vie, au travers donc de la publicité, et d'éviter, même si aujourd'hui on n'est pas trop impacté, qu'on le soit un jour. Alors il y a peut-être des commerçants qui verront ça pas bien, hein, mais globalement, ce n'est pas nos commerçants du centre-ville, en tous les cas, qui vont être impactés. Et puis, voilà, y compris dans la zone d'activité, il y avait une proposition de pouvoir mettre des panneaux d'affichage 3 mètres sur 3 ou 4 mètres sur 3, je ne sais plus. Voilà, très, très imposant, hein, très imposant. Pour faire de la publicité, alors dans la plupart des cas, c'est pas de la publicité directionnelle, c'est de la publicité pour des gens qui sont pas là, parce que donc on va faire de la publicité pour des gens, des commerces importants qui vont être hors de notre commune. Donc je vois pas trop l'intérêt, pour des activités, pas forcément des commerces. Donc du coup, on va vraiment faire en sorte
de limiter au strict nécessaire. Les entreprises ont besoin de se faire connaître, ça c'est normal, et de se faire apprécier aussi, c'est souhaitable. Donc, voilà, on sera vraiment vigilant. Et vous aurez donc une présentation vraiment détaillée lorsque notre assistant à maîtrise d'ouvrage aura terminé son travail. S'il y avait des préconisations que vous souhaitiez faire, n'hésitez pas, on est encore en pleine phase d'élaboration. Donc, n'hésitez pas, donc reprenez éventuellement le document. Si vous voyez des sujets sur les différents items, bon là on est quand même dans des choses très larges, hein, mais n'hésitez pas, vous, si vous avez des idées qui vous viennent sur le sujet, à les faire remonter, puisque c'est encore largement le moment de le faire. Ok ? Oui ? Alors, Jean-Mi et puis Jacques. Mais on peut profiter peut-être d'un travail comme celui-ci. Je relis ce point-là au point à l'ordre du jour concernant l'aménagement du centre-ville. On voit dans certaines communes effectivement une forme d'harmonisation au niveau des commerces de proximité sur les modes d'affichage, de présentation du commerce, avec même des choses qui sont un peu stylées. Et je trouve que ça peut donner un caractère un peu sympa si on voulait... alors bien évidemment, c'est comment ça impacte les commerçants, etc. C'est un autre sujet, mais intégrer cette notion d'harmonisation visuelle d'un centre-ville au niveau de ses commerces, je pense que ça peut relier la question de l'aménagement de la rue du Général de Gaulle. Non, tout à fait d'accord. Il y a notamment une palette de couleurs aussi pour les façades, etc. Parce qu'il ne faut pas faire que du monochrome non plus, mais il faut aussi limiter. On a eu un sujet qu'on a commencé à traiter dans notre commune, donc je pense même 2 ou 3. Donc il faut vraiment qu'on soit vigilant sur ces questions-là. Et puis si les commerces s'harmonisent sur ces questions-là, peut-être ils pourront s'harmoniser sur d'autres aussi. Donc c'est plutôt bien. Vous entendez ? Oui. Savoir s'il y aura un droit de regard sur certaines publicités, je pensais notamment en matière de santé. Actuellement, il y a une campagne qui me choque un peu, c'est Burger King, où on voit des trucs qui dégoulinent de graisse, de fromage, de tout ce qu'on veut, alors qu'on sait que, voilà, c'est pas très bon surtout pour la jeunesse, encore plus. Donc, mais je crains la réponse, hein, mais voilà. Ce qu'on pourra, c'est par exemple limiter le nombre de moyens de communication qu'il utilise pour ça. La taille aussi des moyens de communication qu'ils utilisent. Mais le contenu, on pourra pas là on pourra pas. Par contre, il y aura forcément au niveau intercommunal. Aujourd'hui, on s'oriente plutôt sur le fait que ce soit le service instruction droit des sols qui fera aussi l'instruction des questions liées à la publicité, qui puisse faire la police aussi de la publicité. Parce qu'un des sujets aujourd'hui, ce que je disais en amont, c'est que personne ne fait la police de la publicité, puisque nous, on a vérifié qu'il y avait des choses qui n'étaient déjà pas en conformité. Donc là, par contre, si on met en place ce RLPI, on va mettre en place ce RLPI au niveau intercommunal. Derrière, on va mettre en place aussi une police, en espérant que, du coup, petit à petit, le bon sens l'emporte et que les personnes comprennent en amont l'intérêt qu'elles ont de respecter les règles plutôt que de devoir se faire rattraper par la patrouille. Mais il y aura forcément un moment où, notamment pour ceux qui aujourd'hui déjà ne répondent pas aux critères du règlement national, forcément ceux-là, il va falloir aller les voir déjà et puis leur demander, dans le délai qui est prévu par les textes, c'est 2 ans ou 6 ans selon les cas, donc de se mettre en conformité. Pas d'autres questions ou interventions ? Donc, premier débat sur le sujet, puis on aura d'autres échanges de toute façon, et beaucoup plus précis finalement, puisque là c'était un débat sur les intentions du RLPI et les raisons aussi de la mise en œuvre du règlement local de publicité intercommunale. Donc, je vous propose de prendre acte de cet échange et de ce débat. Est-ce qu'il y a des interventions en dehors des points de l'ordre du jour du conseil municipal ? Juste, je vous encourage pour ceux qui n'ont pas encore noté, même s'il y a des panneaux justement un petit peu partout au bord des routes,
que dans cette salle se déroulera samedi et dimanche le salon gourmand, qui va être encore plus gourmand que les autres années, puisqu'ils ont encore plus d'exposants. Ils en ont 35, je crois, cette année. A priori, ils n'ont pas privilégié la quantité, ils ont ajouté de la qualité. Voilà, et du choix. Donc je vous encourage, pour tous les gourmands que nous sommes, à venir en profiter. Oui, j'ai juste une question, Thierry. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent de la pression de l'eau actuellement. Donc, si j'ai bien compris, il y a une fuite d'eau dans Douvres qui n'est pas encore résolue. Donc, est-ce que vous êtes au courant de cette fuite? Et qu'en est-il de cette pression d'eau? Puisque c'est effectivement, moi-même je suis concernée, on a très peu, on a un filet d'eau seulement par moment. Quoi. Donc, je pense que quand tout le monde tire de l'eau. Donc, ça fait quand même plus d'un mois. Quoi. Alors, on a la chance d'avoir le président du syndicat. Donc... Mon cher Jean-Mi. C'est pour ça que je pose la question. On a un gros problème, effectivement. Batterie. Et on a un problème de recherche de fuite importante. On est de l'ordre de 10 mètres cubes heure qui disparaissent en ce moment. Ça va faire bientôt 2 mois qu'on est sur ces recherches. Toutes les recherches se font par sectorisation, bien évidemment. De nuit, les équipes travaillent la nuit pour essayer d'être au plus près, mais pour l'instant, alors on resserre le périmètre. On se rapproche rue de l'Église et rue du Presbytère, et ça rappellera à certains riverains rue du Presbytère le chantier qui avait été réalisé au moment où on avait refait la rue de la Poterie, si vous vous rappelez. On avait eu, et j'ai beaucoup d'inquiétudes sur ce qu'il peut y avoir en dessous. Le problème, c'est que ce réseau est fuyard et que nous n'avons aucune trace de cette eau qui disparaît. Elle s'infiltre, elle part peut-être dans le pluvial, elle part peut-être tout à l'égout, on ne sait pas, à l'assainissement. Et ce n'est pas suffisamment important pour qu'à l'assainissement, on puisse s'en rendre compte. On a fait toutes les démarches. Donc, soyez pas surpris. Effectivement, il ne faut pas que les gens soient surpris que par moment, nous ayons comme ça des variations de pression parce que le réseau est coupé par moment. Voilà. Et les équipes avancent. Je peux vous assurer que c'est le sujet du moment avec notre délégataire. Parce que bien évidemment, 10 mètres cubes heure, vous faites la multiplication par le nombre de jours et le nombre d'heures, enfin le nombre d'heures et le nombre de jours, ça commence à faire un volume très très important. Voilà. Et alors, l'eau n'est pas perdue, elle s'infiltre, donc elle n'est pas complètement perdue, sauf que quand même c'est de l'eau qui est au niveau du réseau, quoi. Alors ça nous a permis, on va positiver, c'est que tout ce travail de recherche nous a permis en même temps de découvrir certaines micro-fuites qui existaient au fur et à mesure de la détection, et donc de les réparer au fur et à mesure, bien évidemment, mais ça ne règle pas le problème que nous rencontrons actuellement sur le réseau. Donc on resserre le périmètre et on est arrivé effectivement autour de Saint-Rémy par là-bas en train de se dire les anciens travaux de la rue de la Poterie, j'ai invité Veolia à regarder ça d'un peu près parce que c'était à l'époque l'ancien délégataire, mais je pense qu'il y a peut-être un sujet là derrière cela. Voilà. Alors, autre sujet, on a relancé aussi le délégataire et ça a été fait aujourd'hui puisqu'il y a rue du Bouvarin, on a des choses comme ça qui sont on vient de les relancer pour leur demander, et on leur a donné les coordonnées d'ailleurs de l'entreprise qui avait fait le travail de remise de finition. Donc voilà, Veolia est sur le coup. Et on a également un sujet qui concerne la rue du Général de Gaulle puisque dans les contacts qui ont été pris, il semblerait que les anciens travaux qui avaient été faits à l'époque, le renfouissement des tranchées avait été fait au sable de mer. Je vous laisse imaginer ce que donne du sable de mer salé sur des canalisations et sur des colliers de sécurisation. Je pense qu'on va avoir quelques surprises. Sur des boulons de serrage aussi. Voilà, sur les boulons de serrage, etc. On va avoir quelques surprises. Donc on va faire des sondages pour essayer de profiter de l'occasion du chantier pour remettre ça également au propre.
La canalisation, elle est en fonte, là, donc il n'y a pas trop de soucis. Ouais. Par contre, effectivement, ce sont les raccordements C'est les raccordements qui vont qui nous sont poser. dans le sable de mer. Tout à fait. Et donc, bien évidemment, je ne manquerai pas de tenir informé voilà, la mairie, voilà, sitôt qu'on aura, je l'espère, fini par trouver cette Ils font des petits trous partout. Voilà. Non, si c'était diffus, ce serait aussi compliqué. Mais là, vu le volume, on sait que c'est quelque chose d'important. Oui. Ça peut avoir voilà, un problème de raccordement qui a pété, mais dont on ne voit pas. On ne voit pas, effectivement, pour l'instant, on n'a rien en surface, quoi. Rien. Donc, il faut faire preuve de patience un petit peu. Ouais. Oui, il faut dire qu'on continue de chercher, mais qu'on n'a pas trouvé. Et tant qu'on n'a pas trouvé, effectivement, le risque reste présent. Oui, j'en profite également. Ça a aussi comme incidence que par moment, on a actuellement, par exemple, on ne peut pas tester la défense incendie parce qu'on a des variations trop importantes sur le réseau. Parce que quand vous fermez une vanne sur un réseau, c'est pas parce que vous la réouvrez que immédiatement votre réseau devient au même niveau que au moment de la fermeture. Donc tout ça a des impacts un peu à tous les niveaux. On a des tests qui ont été négatifs sur des poteaux incendies, mais c'est normal. C'est pas normal qu'ils soient négatifs, mais pour l'instant ils ne sont pas conformes. Mais de ce fait-là également, quoi. Tout ça a des répercussions en chaîne sur l'ensemble du réseau. Mais je peux vous assurer que les équipes travaillent toutes les nuits là en ce moment pour essayer de régler le problème. Et c'est important parce qu'à terme, la contribution à l'agence de l'eau va dépendre des performances des réseaux. Et donc toute l'eau qu'on va perdre là, ce sera au détriment du prix qu'on va payer l'eau. Ok, c'est bon. Prochain conseil. Émilie. 6 mai. Merci Madame Champ. Ok. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Pour ceux qui n'ont pas faim, vous pouvez aller à la Baronnie. Il y a une belle conférence, visiblement, et en profiter. Bonne soirée.